Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Belin, journaliste à Solutions Numériques. Bienvenue à notre nouvelle table ronde de la rédaction. Nos trois experts vont vous parler cette fois-ci automatisation et démocratisation des centres d'opération de sécurité, ce qu'on appelle les SOC, car désormais ils sont proposés également sous forme de services par des prestataires IT, en infogérance notamment. Le SOC Manager devient donc une alternative intéressante et crédible pour toutes les entreprises, alors que les cyberattaques se multiplient et se professionnalisent grâce notamment au recours à l'intelligence artificielle. Comme vous l'expliqueront bien mieux que moi nos trois experts, que je vous présente immédiatement, pardon, Alain Bouillet, secrétaire général du CESA, le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, mais aussi Eric Antibi, directeur technique France de Palo Alto, un fournisseur spécialisé en cybersécurité et en réseau. Et enfin, Jacques Lacroix, directeur technique, lui, de l'intégrateur CS Novidis, un spécialiste de la cybersécurité, filiale de l'ESN CS Group. Nous leur demanderons par exemple de démystifier le SOC. À quoi sert-il? Est-il vraiment efficace? À quel coût? Pourquoi l'externaliser chez un prestataire? Pour quel SLA? Nous leur demanderons également de nous expliquer en quoi le machine learning et l'automatisation changent la donne dans les SOC, tant sur les plans financiers que techniques. Et enfin, force est de constater que le marché du SOC décolle, plus 8% par an en ce moment, ce qui est énorme, même si de nombreuses entreprises ne sont toujours pas équipées. D'ailleurs, 30% des adhérents du CESA déclarent ne pas encore en avoir un. Alors, voyons sans tarder ce qu'en pensent nos trois experts. Je vous rappelle auparavant que vous pouvez leur poser des questions tout au long du webinaire grâce à l'outil chat de la plateforme. Ils y répondront à la fin du webinaire et s'ils n'ont pas le temps de le faire, nous prendrons les questions et nous leur enverrons afin qu'ils y répondent. Alors Jacques Lacroix, vous êtes directeur technique de CS Novidis, un intégrateur spécialisé en cybersécurité. Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment fonctionne un SOC, pour qui, quel type de clientèle et est-ce que c'est simple et concret? Alors déjà, bonjour à tous. Alors un SOC, donc un acronyme évidemment, comme il y en a beaucoup dans notre milieu, qui veut dire donc Security Operating Center, donc qui est là pour pouvoir surveiller nos activités IT principalement. Il y a 4 missions pour le SOC. Anticiper, c'est la première chose. Détecter, on va détecter les menaces, les vulnérabilités. Réagir et enfin informer. Un SOC, donc c'est avant tout un service qui s'appuie sur 3 fondamentaux. Le premier, évidemment, ça va être les collaborateurs, les compétences qui vont être capables de pouvoir mener ces analyses. Ensuite, évidemment, toute la partie process et organisation pour pouvoir être le plus rapide possible. On en reparlera, il faut être de plus en plus rapide dans les analyses et dans le traitement. Et puis enfin, des outils nécessaires justement pour pouvoir corréler, récupérer et corréler ces événements. Bien souvent, ça va s'appuyer sur des outils de type SIEM, donc qui vont récupérer les logs sur toute ou partie d'un système d'information, les analyser, les corréler pour pouvoir justement en remonter des alertes suivant des use cases prédéfinis. Merci Jacques. Mais c'est nouveau, c'est une nouvelle technologie ou pas, ou ça date un petit peu, Jacques? Ah non, ça date. C'est-à-dire que en fait, le SOC existe depuis, on va dire, 15-20 ans. Je laisserai Alain et Eric affirmer ou non, mais je pense que oui, c'est à peu près 15-20 ans. Par contre, aujourd'hui, le SOC est surtout utilisé par des structures plutôt conséquentes et a la réputation d'être un service qui est assez cher, voire même très cher. Et c'est justement important aujourd'hui d'en reparler parce que ce service SOC qui devient de plus en plus nécessaire a tendance à se démocratiser, et heureusement, car c'est ce qui va nous permettre de pouvoir garantir un niveau de sécurité et surtout d'intervention pour sécuriser les entreprises de demain. Merci Jacques. Eric Antibi, vous êtes directeur technique de Palo Alto, donc un expert en cybersécurité et en réseau. Alors, est-ce que ces SOC sont-ils vraiment efficaces pour détecter toutes les menaces? Je crois que vous avez fait pas mal d'études sur le sujet chez Palo Alto, non? Effectivement, donc déjà, bonjour à tous. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Eric. Des études, alors nous, on a surtout du vécu et je vais y revenir. Je vais essayer d'illustrer la réponse à cette question avec quelques exemples concrets et ce qu'on a pu avoir comme vécu.
Mais finalement, je commencerai par répondre tout simplement qu'aujourd'hui, il y a un constat d'échec. Et je vais m'appuyer pour ça, non pas sur une étude Palo Alto Networks, mais même une étude Data Breach de Verizon, qui avait été demandée par Verizon, un acteur américain. Donc ça, c'est courant 2020, qui finalement détecte quelque chose que, sincèrement, on observe sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, au moins 75% des breaches, c'est-à-dire que lorsqu'une attaque réussit, on appelle ça une breach, ne sont pas détectés par les SOC. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai envie de dire pour la direction générale ou pour la direction informatique des entreprises, ce sont souvent les utilisateurs eux-mêmes qui signalent, on va prendre l'exemple de ransomware, qui signalent que tout d'un coup, malheureusement, ils n'ont plus accès aux applications de l'entreprise où ils ne peuvent plus travailler. Autre exemple, c'est lorsque l'entreprise découvre par elle-même qu'elle a des données qui lui sont propres, des données de l'entreprise qui sont en vente aux enchères sur le dark web. Donc, lorsqu'on voit un tel pourcentage, effectivement, on ne peut pas se satisfaire de ce manque d'efficacité. Maintenant, et donc ça, c'est ce qu'on constate aussi, c'est-à-dire que quand nous, on est sollicité pour accompagner des clients qui sont soumis à des attaques, on se rend compte effectivement que ça a rarement été détecté par les SOC. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut pas jeter tout l'historique. On a parlé, je rejoins Jacques, de 15-20 ans d'existence. Il faut bien avoir en l'esprit qu'il y a 15 ans, la façon dont ces SOC fonctionnaient, la quantité de données récoltées, la façon dont cette donnée était traitée, souvent par les analystes eux-mêmes, donc avec des humains, suffisait, mais par rapport, j'ai envie de dire, à la surface de protection, à la surface d'attaque et la surface qui était à protéger. Aujourd'hui, il y a deux éléments majeurs, et je vais aller vite sur la fin de cette réponse, mais deux éléments majeurs qui expliquent ce manque d'efficacité. Le premier, c'est cette surface d'attaque qui s'est grandement élargie. C'est-à-dire qu'on voit bien les stratégies de nos clients. Il y a le move to cloud, c'est-à-dire que maintenant les données, elles sont pas juste dans un data center sur lequel il suffit de construire un petit périmètre de sécurité, on est tranquille. Les données, elles sont un peu partout, elles sont réparties. Donc avec ces stratégies cloud qui sont indispensables pour la compétitivité des entreprises, mais qui amènent cette surface d'attaque élargie. Le deuxième grand phénomène sur cette surface d'attaque, c'est évidemment la mobilité des users, qui était déjà vrai il y a plusieurs années, mais qui s'est grandement amplifié depuis 18 mois avec le télétravail, bien sûr, et le phénomène, il y a 18 mois, de la pandémie à gérer. Donc ça aussi, ça a beaucoup exposé les entreprises. Et deuxième chose qui explique, bien sûr, c'est les attaques en tant que telles, qui sont bien plus sophistiquées qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit bien les attaques qui passent par la supply chain, sujet d'actualité. Donc, on n'est même plus attaqué directement, mais on a des fournisseurs de logiciels automatiques qui eux-mêmes sont attaqués et du coup, on se retrouve à risque. Et des attaques qui elles-mêmes utilisent des automates, etc., qui font que clairement, il y a quelque chose à faire pour revoir ces SOC et les rendre beaucoup plus efficaces. Merci Eric pour cette réponse complète. Alain, vous êtes un expert, vous aussi, vous êtes le secrétaire général du club des experts en cybersécurité, les RSSI, les CISO. Alors, si un SOC ne détecte pas toutes les menaces, j'insiste bien sur le tout, pourquoi une entreprise investirait-elle autant dans un SOC, qu'il soit managé ou non? D'abord, bonjour à tous. Alors, je suis pas le secrétaire général, je suis le délégué général. Mais bon, délégué général, oui, voilà. Pardon. Du CESIN. En effet, le SOC aujourd'hui, à mes yeux, est devenu le responsable pour le RSSI, pour la visibilité finalement de ce qui se passe dans son entreprise. On l'a dit, Eric et Jacques l'ont évoqué, on a des systèmes d'information qui sont complètement éparpillés, on a des devices qui sont utilisés, des endpoints qui sont utilisés pour se connecter au système d'information qui vont pratiquement doubler, puisqu'on va se connecter aussi bien avec son smartphone qu'avec son PC, etc. On a des télétravailleurs. Maintenant, la seule chose qu'on n'avait pas externalisée dans l'entreprise, c'était les utilisateurs. Maintenant, les utilisateurs sont externalisés, ils sont chez eux. Ils vont peut-être finir par revenir dans l'entreprise, mais tout ça multiplie en effet, démultiplie la surface d'attaque. Et aujourd'hui, un RSSI qui n'a pas de SOC, vous avez cité le chiffre de 30% des membres qui répondaient à un sondage CESIN en disant qu'ils n'avaient pas encore de SOC. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être en avoir un jour. En fait, ces gens-là sont aveugles ou à moitié aveugles. C'est-à-dire que on sait bien que les systèmes de prévention, ce qui va être sensibilisation, formation, etc., sont nécessaires mais pas suffisants. On voit bien que les systèmes de protection qui empêchent en effet les malveillants de rentrer dans les systèmes d'information
sont aussi perfectibles. Et donc, du coup, comme on sait qu'on va se faire attaquer, ce qui va faire la différence finalement entre deux entreprises, il y aura celle qui aura un SOC, qui aura une capacité de détecter que quelque chose se passe dans l'entreprise, et puis celle qui n'aura pas cette visibilité-là, et qui, en effet, comme le disait Eric tout à l'heure, c'est l'utilisateur qui se rendra compte au bout d'un moment que son PC est chiffré ou que sa messagerie est inaccessible, et que du coup, effectivement, le mal aura été fait. Donc, le SOC est vraiment maintenant un élément indispensable. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans la matinée, mais on voit même, en effet, des PME se pencher sur cette question-là. Merci Alain. Eric, je reviens vers vous. Si effectivement 75% des menaces ne sont pas détectées immédiatement par le SOC, comment corriger le tir? Est-ce qu'on doit utiliser d'autres outils, comme par exemple le machine learning, qui est un terme très très hype, pour ne pas dire intelligence artificielle, qui est très galvaudé lui aussi? Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Alors, clairement, je vais dire la bonne nouvelle. Alors, je vais être clair. La solution, elle va pas être que technologique, et je pense qu'on va y revenir un peu plus tard dans les échanges. Maintenant, si on regarde l'angle technologique, j'ai envie de dire que la bonne nouvelle par rapport à ce constat un petit peu alarmiste de tout à l'heure, c'est qu'en termes technologiques, il y a tout ce qu'il faut pour grandement améliorer la situation. Je dirais que ça va être basé sur deux axes qui vont être, d'un côté, le machine learning. J'ai parlé tout à l'heure des hackers qui pouvaient utiliser des automates ou eux-mêmes des machines d'ailleurs. Donc, face à des machines, il faut mettre des machines en face au moins sur une partie. Et le deuxième axe, c'est tout ce qui est autour de l'automatisation. C'est-à-dire qu'une fois que le machine learning a fait une première partie du travail, savoir automatiser toutes les tâches qui pourraient l'être pour laisser finalement les analystes se concentrer sur la partie sur laquelle il faut effectivement avoir de la threat intel, réfléchir à ce qui se passe et mettre de l'humain en face. Alors, au lieu de décrire techniquement, puisque ce n'est pas l'objet de cette table ronde, je vous en rassure, sur comment ça peut marcher aujourd'hui, c'est un cas d'usage finalement de big data, ce que je suis en train de décrire. J'ai envie de donner quelques chiffres à travers un exemple que je connais particulièrement bien, c'est-à-dire Palo Alto Networks. Il y a quelques années, on a opéré nous-mêmes une transformation vous vous en doutez que Palo Alto Networks c'est une cible au niveau des cyberattaques, et donc on a opéré cette transformation. Il y a maintenant 3 ans, on a pas mal modernisé des choses, notamment sur ces aspects automatisation, etc. au niveau de notre SOC. Quelques chiffres avant de parler de l'amélioration, ça correspond à peu près à 13 000 utilisateurs, 50 000 serveurs ou endpoints à surveiller. Alors, évidemment, beaucoup de serveurs parce qu'on fait beaucoup de développement, donc il y a beaucoup de VM, etc. Et donc, au-delà, une fois qu'on a mis ça en place, si je donne quelques chiffres sur un échantillon de 3 mois, on s'est retrouvé, premièrement, grâce au machine learning, sur des événements sur l'ensemble de l'infrastructure, j'insiste bien, les endpoints, les serveurs, le réseau, etc., toute infrastructure, nos différents cloud providers, parce que nous-mêmes, on a des cloud providers, etc. On s'est trouvé avec des milliards, je dis bien des milliards d'événements divers et variés qu'on collectait à droite à gauche, qui sont devenus, grâce au machine learning, donc sans intervention d'analyste ou de l'être humain, 2000 incidents sur 3 mois, 2000 incidents de sécurité avec de la donnée riche, de la donnée enrichie qui était vraiment qualifiée et sur laquelle on pouvait envisager déjà de commencer à travailler, puisqu'évidemment, c'était des alertes et des incidents de sécurité. Et une fois qu'on a eu ces 2000 incidents de sécurité, l'automatisation a permis d'en évacuer encore 3/4. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des analystes qui, sur 3 mois, devaient traiter 500 incidents de sécurité manuellement, tout le reste étant fait donc par l'automatisation ou par le machine learning en amont. Et l'intérêt de ça, en 2 mots, c'est que par rapport même à l'intérêt et à l'activité des analystes de notre propre SOC, là où avant ça, ils passaient 90% de leur temps à trier des alertes ou des événements, c'était un petit peu fastidieux, j'ai envie de dire, et souvent pas efficace, ils se sont retrouvés en fait à ne passer plus que 30% de leur temps sur cette partie-là. Et du coup, le temps dégagé leur a permis de faire vraiment du threat hunting, d'une part, et d'autre part, d'améliorer sans arrêt, parce que c'est toujours quelque chose, un process continu à améliorer, tout ce qui est autour des workflows d'automatisation et aller encore plus loin dans cette efficacité. Voilà, en quelques mots. C'est clair, merci Eric. Alain, cette automatisation et l'utilisation du machine learning sont-elles vraiment des réalités pour vous et vos adhérents? Oui, je crois que, Eric l'a très bien décrit, cette machine finalement, qu'est le SOC, a engrangé de plus en plus de données, de plus en plus de logs, parce que, encore une fois, la surface à surveiller est de plus en plus importante, nécessite en effet des outils d'automatisation. Alors, on a l'habitude de dire que le SOC, c'est un peu l'outil qui va chercher l'aiguille dans la meule de foin, mais si à la fin de la journée, vous avez un tas d'aiguilles,
il va falloir quelque chose qui, en effet, va faire le tri dans les aiguilles pour rechercher le véritable problème à traiter. Donc, il y a une grosse promesse, évidemment, de ce machine learning, mais moi, je ne crois absolument pas à une automatisation complète du dispositif de supervision. Ah oui? Les attaques sont tellement sophistiquées et nécessitent énormément d'intelligence et pas que artificielle. Je pense qu'effectivement, ce qu'on va voir comme shift, c'est beaucoup moins de temps perdu, comme l'a très bien dit Eric, sur tout ce qui est ce qu'on appelle le niveau 1, c'est-à-dire en gros le tout venant des alertes qui sont parfois effectivement très consommatrices de ressources humaines pour les traiter. Ça, ce tout venant-là, en effet, la promesse du machine learning et quelque part un petit peu d'intelligence artificielle est assez intéressante. Maintenant, tout ce qui va être de niveau 2, c'est-à-dire en gros ce qui va commencer à ressembler à une crise pour passer éventuellement au niveau 3, ce qui va réellement être une cybercrise à gérer dans l'entreprise, là, il va falloir des talents, on va dire, peut-être un peu plus câblés. Et donc, on va probablement voir ce shift entre ces niveaux 1 qui traitent le tout venant et du coup les niveaux 2 et 3. Et je ne pense pas qu'on aura des campagnes de licenciement massif dans les SOC, au contraire. Je pense qu'on va plutôt enrichir l'intelligence, cette fois-ci humaine, pour traiter les vraies alertes. Je suis complètement aligné avec ce point. Il s'agit bien d'utiliser l'automatisation pour dégager du temps, justement, du temps humain et de l'intelligence humaine pour justement adresser les attaques sophistiquées. On est bien d'accord, on est complètement d'accord. Au fait, Alain, justement, alors j'ai bien compris qu'il y avait un gros progrès des outils qui sont nettement améliorés, que l'humain était un facteur clé, mais quid de la démocratisation des fameux SOC? Car Jacques, au départ, a rappelé quand même que ce genre d'outils, de services, était réservé à des grands comptes avec, je dirais, une capacité financière, technique et humaine quand même conséquente. Alors, est-ce que les SOC se démocratisent en ce moment, Alain? Oui, alors c'est évident. Moi, quand j'ai monté mon premier SOC il y a une dizaine d'années, j'étais probablement un précurseur et quelqu'un qui avait la chance d'avoir beaucoup de moyens dans l'entreprise qui l'employait pour monter ce genre de choses. Maintenant, en effet, avec les offres de SOC managés, je dirais que la chose se démocratise. Alors, il y a toujours, en effet, des grosses entreprises qui ont soit des SOC internes, mais de plus en plus de SOC externes. Et là, ce sont en général des très gros contrats, parce que ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que ce service de SOC, les hackers, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que les hackers ne travaillent pas aux heures ouvrables. Ah bon? Et qu'un SOC, qui travaille en heures ouvrables, voilà, ça pose problème. Et faire travailler un SOC en 7 jours sur 7 ou 24/7, ça veut dire qu'il faut tripler les équipes. Donc, ce genre de dispositif dans une entreprise, c'est complètement internalisé, c'est pratiquement inabordable maintenant même pour les grandes entreprises. Donc, ça veut dire, il faut en effet plutôt recourir à du SOC externe. Et on voit que dans les offres maintenant, il y a des choses qui sont très intéressantes, y compris pour des PME, c'est-à-dire des offres beaucoup plus adaptées. Quand vous êtes dans une PME, il y a 50 personnes dans la PME, il y a 50, alors peut-être, on va dire une centaine de devices à surveiller, 3-4 serveurs, etc. C'est clair que si vous achetez tout seul, vous, un SIEM et des infrastructures pour superviser tout ça, ça va être complètement disproportionné. Alors que dans les entreprises qui offrent ces services-là, bien évidemment, les services sont mutualisés et on va pouvoir avoir en effet des offres qui sont abordables, y compris, et j'insiste, y compris pour les PME. Aujourd'hui, ce SOC, en effet, se démocratise. Et comme je dis toujours, il vaut mieux avoir un SOC externalisé que pas de SOC du tout. Bien évidemment, Alain. Mais les mentalités ont quand même beaucoup changé, non, Alain? Parce qu'il y a 4-5 ans, vous me disiez que c'était impensable d'externaliser un SOC, non? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Effectivement, il
y a 4-5 ans. Enfin, c'est une question aussi d'externalisation de la sécurité. On voit bien aujourd'hui le mouvement, en particulier le mouvement vers le cloud. Enfin, à quoi ça ressemble d'avoir des outils de sécurité internalisés quand 90% de votre patrimoine est dehors? Ça fait plus de sens. Donc, il y a un moment donné, il faut suivre le mouvement et c'est ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on change d'avis. S'il y a 4-5 ans, effectivement, encore, d'externaliser sa sécurité, c'était presque un gros mot. Maintenant, c'est une obligation. Puis je dirais qu'à la limite, nous, les RSSI, ce n'est pas nous qui avons commencé. Hein. Et il y a un vrai sujet de compétence aussi, Alain. Oui, alors il y a un sujet de compétence, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu ce move to cloud et enfin, à peu près dans tous azimuts, hein, vers des externalisations. Je pense par exemple au support informatique, je pense au développement, je pense à tous les pans finalement de l'IT ont été externalisés, alors avec les problèmes de supply chain que ça pose, et du coup, tout ce que vous avez à surveiller pratiquement va être dehors. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut suivre le mouvement et en effet accepter le fait que sa supervision, en tout cas sécurité, soit également externalisée. Alors, ceci dit, il y a quand même un petit bémol à mettre là-dessus, c'est qu'il y a des entreprises, hein, OIV, mais pas que, qui ne peuvent pas se permettre d'externaliser. Alors, OIV, organisme d'importance vitale, donc qui ne peuvent pas se permettre, de par la sensibilité de leurs données, parfois même de la réglementation, ne peuvent pas se permettre d'externaliser. Donc, on va encore avoir effectivement des SOC internes, mais je pense effectivement pour des niches d'entreprises dont le patrimoine informationnel est beaucoup trop sensible pour l'exposer d'une quelque manière que ce soit. Merci Alain. Jacques, est-ce que vous constatez ce phénomène ou cet intérêt chez les clients de CS Novidis pour des SOC managés? Alors oui, de plus en plus, et également au niveau des PME, hein, je rejoins ce qu'ont pu dire Eric et Alain. Effectivement, aujourd'hui, avoir un SOC, ça devient même presque une nécessité. Et évidemment, on va plutôt s'orienter vers un SOC managé pour plusieurs raisons. C'est que effectivement, ça va permettre de pouvoir réduire le coût du service, hein, pour le client, et ça, c'est un point qui est important. Alors, comment est-ce qu'on réduit le coût du service? Notamment avec la mutualisation, de façon générale, que ce soit au niveau des outils, d'une part, mais également au niveau des compétences. Et ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que dans le monde, à ce jour, il manque 3 millions de compétences cyber. Ah oui. Et il y a environ 350 000 en Europe, hein, c'est ce qui se dit. C'est-à-dire que, de toute façon, même avoir les bonnes compétences en interne, c'est compliqué. Et surtout qu'avoir les bonnes compétences à l'instant T, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut les faire évoluer. Et ça aussi, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux s'appuyer sur des équipes dont c'est le métier, qui font ça tout le temps, pour pouvoir justement s'assurer d'avoir les bonnes compétences au bon moment. Et c'est un point essentiel, surtout quand on parle d'analyse et de surveillance. Donc, oui, aujourd'hui, nous, on le voit, hein, nos clients demandent de plus en plus de cotations, notamment pour pouvoir mettre des SOC à leur budget, hein, certainement pour fin d'année ou l'année prochaine. J'imagine. Eric, justement, c'est quoi le ROI d'un SOC managé ou internalisé? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Vous avez quelques chiffres. Je sais qu'il n'y a pas de formule magique, mais vous auriez quelques données à nous communiquer, Eric? Alors, sur le ROI, aujourd'hui, les chiffres à communiquer, c'est plutôt sur la croissance prévue, hein, du marché. Effectivement, vous l'avez dit en introduction, Olivier, hein, donc une croissance sur ce marché de SOC managé qui est prévue de 8% chiffre d'affaires par an, d'après Market Sound, une étude récente. Le ROI va être dans la mutualisation. Je pense que Jacques a tout à fait soulevé ce point-là. Le fait effectivement d'utiliser un service managé, puisqu'on parle vraiment une fois de plus d'un cas d'usage de big data. Hein, on parle de beaucoup de téraoctets, voire de pétaoctets de données à stocker. Évidemment, de puissance de calcul pour faire cette analytique dont je parlais tout à l'heure. Faire de la corrélation d'événements, puisqu'il faut surveiller tout, le cloud, le réseau, les endpoints, les serveurs, etc. Et donc, le ROI, il n'y a pas une réponse unique. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est important à un moment donné, c'est de s'adresser au bon acteur, évidemment, de service par rapport à ça. Mais en termes technologiques, puisque moi, je prends ma casquette technologique à chaque fois que je réponds aux questions, c'est, je pense, d'avoir une technologie, qui va permettre de mettre le curseur où l'on souhaite entre finalement ce que l'on va garder chez soi, puisque probablement que la réponse, elle n'est pas tout à l'extérieur ou tout chez soi. Hein.
Alain l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens de tout garder en interne alors que 90% du patrimoine est dehors, on est d'accord. Mais c'est finalement d'avoir de la flexibilité et de la souplesse et de pouvoir avoir un mode hybride dans lequel, peut-être sur un certain niveau d'analyse, peut-être pour certaines prises de décision, c'est l'interne qui va garder la main, mais pour le reste, on va pouvoir s'appuyer sur des analystes à l'extérieur. Et là, le ROI, on va forcément pouvoir le trouver et garder une gouvernance la gouvernance que l'on souhaite au final. Et qu'on soit une PME ou une très grande entreprise, ce raisonnement peut être tout à fait valable. J'entends, merci Eric. Alain, pour compléter les réponses de Jacques et d'Éric, quels sont pour vous les avantages, bénéfices, inconvénients d'un SOC managé versus un SOC internalisé pour une PME, par exemple? Ce qu'il faut voir, déjà, c'est que, Jacques pourra confirmer ou infirmer ce que je dis, mais le coût finalement de la prestation en matière de SOC, c'est avant tout du coup ressources humaines. Et parce que derrière, il y a évidemment des outils, il y a des infrastructures, il y a des SIEM, il y a tout ce qu'on veut, mais tout ça, c'est le plus mutualisé possible. Et à un moment donné, ce qui va faire la différence, en effet, c'est le nombre de people qu'on va mettre derrière ce SOC pour traiter les alertes qui vont être évidemment proportionnelles à la taille de l'entreprise et à la taille du patrimoine supervisé. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez des SOC totalement internes, quand je dis totalement internes, c'est-à-dire également opérés par des gens, des salariés de l'entreprise, vous allez avoir un casse-tête infini, d'abord pour recruter des bons, parce que c'est pas légion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Il va falloir les former en permanence, parce que les choses évoluent tellement vite qu'il faut remettre en question son savoir quasiment tout le temps. Et il va falloir qu'il soit, entre guillemets, intéressé par votre supervision. Parce que s'il tombe dans une entreprise où finalement il ne se passe pas grand-chose, ils vont s'ennuyer, ils vont perdre peut-être en efficacité à force de regarder passer les trains. Et puis si au contraire, il se passe énormément de choses, on a vu, moi j'ai des exemples de gens qui ont frôlé le burn-out parce qu'effectivement, ils croulaient sous les alertes. Donc tout ça, si vous voulez, c'est quand même très nivelé dans les offres SOC parce que justement, cette mutualisation qu'on a également au niveau des people, elle peut s'opérer. On peut déplacer quelqu'un d'un contrat à un autre en fonction de l'intensité des alertes. On peut switcher les gens pour qu'ils passent éventuellement d'un monde retail à un monde, je sais pas quoi, industriel, etc. Donc du coup, et puis on a surtout une masse de gens qu'on va en effet pouvoir former, mais du coup mutualiser les formations, etc. Donc il y a plein d'avantages en effet autour des ressources humaines à avoir en effet des SOC managés parce que c'est très compliqué de se payer ça en interne et du coup ce que je dis là, ça vaut pour tout type de contrat, tout type d'entreprise et bien évidemment aussi bien pour les grandes que pour les PME. Bien évidemment. C'est vrai pour la partie ressources humaines, mais également sur la partie infrastructure aussi de façon générale. Ah d'accord. Alors justement, Alain, quels critères, je dirais, et SLA choisir pour retenir le bon partenaire? Je poserai après la question à Jacques, qui est le principal intéressé, mais je voudrais entendre d'abord Alain. Va se poser plusieurs questions quand vous allez décider d'acquérir un service SOC. D'abord, c'est le dimensionnement. C'est quel est finalement votre patrimoine en nombre de devices, en nombre d'équipements, en nombre de solutions de sécurité à superviser, mais pas que. Ça peut être aussi du patrimoine applicatif que vous auriez envie de faire rentrer dans le SOC en termes de supervision, ce qu'on appelle les use cases, qui sont parfois de plus en plus finalement des use cases métiers plutôt que des use cases techniques. Donc tout ça, ça va effectivement permettre un dimensionnement de
la proposition. Après, effectivement, est-ce qu'on veut un SOC à l'autre bout du monde avec des gens qu'on va avoir en ligne qui parlent peut-être pas la langue et qui, on l'a vu pendant les périodes de confinement, ceux qui confiaient leur supervision à des providers dont les opérateurs étaient en Inde, l'Inde, quand ils ont confiné, ça s'est plutôt mal passé pour les clients parce que les gens chez eux, ils n'avaient pas la possibilité de télétravailler. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, voilà, quand vous prenez un certain nombre d'options un peu risquées, c'est comme dans l'investissement financier, voilà, vous pouvez faire des économies à un instant T et puis être dans la panade à un instant T plus un. Donc, je crois que le choix, effectivement, du SOC, moi, personnellement, si j'avais à choisir un SOC, je le choisirais proche de moi, c'est-à-dire proche de mon entreprise, proche de mes préoccupations, proche de mes aspects éventuellement législatifs si j'appartiens à un pays, voilà, la France en l'occurrence. Bref, je ne dis pas qu'il faut choisir un SOC français, ce que je dis, c'est qu'il faut une offre qui soit vraiment proche de ses préoccupations, proche de ses implantations, pardon. Et évidemment, une boîte internationale qui a des bureaux aux quatre coins du monde et qui est en follow the sun, va falloir qu'il choisisse un provider qui va pouvoir lui fournir non seulement ce 24/7, mais the follow the sun, parce que le follow the sun, c'est pas tout à fait évident non plus. On peut pas dire jusqu'à 20h le soir, c'est l'Europe qui gère. À partir de 20h, c'est l'Amérique, et à partir de 3h du matin, c'est l'Asie. Ça se passe pas du tout comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut, en effet, que les offres soient parfaitement adaptées à votre besoin. Et un petit provider de SOC franco-français pour une PME franco-française va très bien fonctionner. Maintenant, effectivement, même parmi les acteurs sur le marché français, on voit de plus en plus, évidemment, d'acteurs qui ont des offres justement internationales, follow the sun, 24/7, et qui sont voilà, qui n'ont pas à rougir face aux offres plus internationales. Merci Alain. Alors justement, Jacques, Oui. CS Novidis fait partie des intégrateurs qui ont des offres conséquentes et réputées dans la profession. Alors quels sont les critères à donner pour choisir le bon prestataire, Jacques? Alors, il y en a plusieurs. Et avant même de parler du choix du prestataire, je pense que c'est sur la démarche. Et ça va rejoindre ce qu'a pu dire Alain. Je pense que la première chose, c'est vraiment lié à la gouvernance de façon générale. Un service SOC est un service, mais qui n'est pas là pour traiter que des aspects techniques. On est là pour pouvoir justement sécuriser les activités de nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait également cette vision risque, en mode analyse de risque, pour pouvoir définir les bons use cases, comme ça peut être dit tout à l'heure, et justement ajuster le périmètre de détection, donc de surveillance, d'accord, en fonction des plus gros risques pour la société. Donc là, il y a un gros travail, et c'est ce travail-là qui permet également de pouvoir mettre le curseur au bon niveau par rapport aux services qu'on va pouvoir prendre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également l'organisation aussi bien du prestataire, du partenaire, mais également du client. Effectivement, aujourd'hui, Alain l'a signalé, Eric aussi, les hackers ne travaillent pas que les heures ouvrées ou jours ouvrés, d'accord? Il faut donc qu'on ait une surveillance en 24/7. Ça, pour moi, c'est obligatoire. Après, en fonction du contrat qu'on va pouvoir signer avec notre partenaire, le prestataire, je peux aller faire que de la surveillance, mais je peux également aller jusqu'à la remédiation. Et ça dépendra également de l'organisation interne du client. Soit j'ai une organisation interne qui me permet également d'avoir une organisation 24/7 pour pouvoir mener les actions de remédiation en fonction des remontées du SOC. Et dans ce cas-là, effectivement, je ne vais pouvoir prendre que la partie alerting, surveillance. Soit je ne l'ai pas parce que ça a quand même des impacts non négligeables, notamment côté RH. Et dans ce cas-là, du coup, j'aurai un contrat un peu différent qui permettra également d'embarquer la partie change management pour pouvoir embarquer la partie remédiation. D'accord, mais c'est complet. Eric, je revenais vers vous parce que tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose qui m'intéressait encore plus. C'est
et à la lumière de ce que viennent nous dire Jacques et Alain, est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux quand même de confier tous ces logs et ces données à un seul prestataire de surcroît externalisé? Qu'en pensent vos clients, cher Eric? Alors, toutes ces données, dangereux, toutes ces données, quand j'entends la question, disons que je pense qu'il y a, là aussi, il faut, à mon avis, analyser la situation et je vais apporter quelques éléments. Déjà, je reviens sur un point qu'a évoqué Alain, c'est-à-dire essayer de choisir un prestataire qui soit au plus proche de ses implantations, au plus proche de ses préoccupations. Donc là, je le rejoins totalement et là-dessus, la stratégie de Palo Alto Networks, elle est très claire puisqu'on scelle des partenariats avec des acteurs comme CS Novidis pour proposer effectivement, donc eux proposent leur offre de SOC manager basée sur une partie de nos technologies pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la partie machine learning, efficacité, corrélation d'événements, etc. Donc, l'acteur qui va être le maître d'œuvre, je dirais, de la prestation, lui, effectivement, il est probable qu'il soit vraiment pertinent d'avoir quelqu'un de proximité et donc pas forcément, enfin, étranger, pas étranger, c'est pas forcément le cœur du sujet, mais en tout cas, à proximité. Maintenant, sur l'aspect, on va dire, données, proprement dit données. La donnée, c'est un des points, un des fondamentaux, j'ai envie de dire, pour l'efficacité d'un SOC. Plus on va récolter de données, avec la bonne technologie pour l'analyser, bien sûr, cette donnée, plus on va être pertinent. J'ai parlé tout à l'heure de corrélation, etc. Donc ça, c'est indéniable. Maintenant, je voudrais repréciser un élément. C'est que quand on parle de ces données, j'ai envie de dire qu'on pourrait faire une analogie qui vient un peu du monde du stockage ou de l'archivage de données en général. Hein. C'est qu'on pourrait finalement différencier des données que j'ai envie de dire, qu'on pourrait classifier comme étant les données chaudes, celles qui vont être vraiment analysées, etc. Et là, j'ai envie de dire qu'un mois de rétention, c'est un maximum. Il n'y a pas besoin de plus, c'est même un maximum. De données à la limite plus longue durée que l'on va conserver dans un SIEM ou je ne sais quoi pour de l'archivage, pour répondre à des contraintes de conformité ou je ne sais quoi. Et clairement, le positionnement que nous, on va avoir, c'est que pour être efficace, utiliser du machine learning, les moyens technologiques à disposition sur les données chaudes, effectivement, il est possible qu'à ce moment-là, ces données soient non pas envoyées d'ailleurs à l'étranger, hein, elles sont hébergées en France, mais chez des acteurs américains, hein, pour employer le gros mot que vous avez peut-être à l'esprit quand vous posez la question. Mais il va s'agir une fois de plus qu'une petite partie de données, une partie de données sur une rétention de 1 mois. Derrière, une fois qu'on a fait ça, rien n'empêche de renvoyer ces données chez soi, de renvoyer les données chez le prestataire, de renvoyer les données sur un SIEM pour de la longue durée, etc. Donc, pour moi, c'est pas, voilà, et on le voit chez les clients, c'est pas du tout un sujet, c'est plus un sujet tabou. Et puis, je compléterai avec un élément. Tout à l'heure, Alain a parlé des 90% du patrimoine qui sont d'or. On a souvent ces échanges, j'ai envie de dire assez intéressants, je vais dire intéressants comme les Américains, interesting, où on a des clients qui ont par exemple une très très forte activité commerciale, qui utilisent un prestataire de messagerie américain, qui utilisent un prestataire de gestion Salesforce par exemple pour la partie gestion des commandes, etc., qui est vraiment le cœur de leur métier et qui se posent la question pour savoir s'ils vont envoyer 4 ou 5 logs de sécurité chez un acteur américain. Donc, c'est des petits échanges qu'on peut avoir parfois. Mais bon, dans tous les cas, voilà, il ne s'agit pas d'envoyer toutes les données une fois de plus et il s'agit bien de passer par un acteur local ou à proximité pour gérer le SOC. J'entends, merci Eric. Alors justement, vous avez tous parlé du cloud, mais au final, le cloud est un petit peu partout dans tous les outils. Il est utilisé de plus en plus par les entreprises. On l'a vu notamment pendant la crise sanitaire. Alors, est-ce que le cloud, finalement, complique le fonctionnement et la vie des analystes des SOC, Alain? Je confirme, puisqu'en fait, vous êtes dans une situation, quand vous avez cette stratégie de move to cloud, qui est une stratégie de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. La problématique de la fourniture des problématiques qui n'a pas souvent été abordée très en amont. La fourniture de l'eau, vous voulez dire, Alain? En gros, on décide d'externaliser, voilà, de faire du gaz, de l'infrastructure as a service chez Amazon. On décide d'externaliser sa messagerie, aller chez Google, histoire de changer un peu, et puis d'avoir en effet du Salesforce à droite et un certain nombre de dizaines, voire de centaines d'applications en mode SaaS à droite. Tous ces services-là qui étaient avant on-premise dans l'entreprise, vous aviez complètement la maîtrise des logs qu'elles étaient susceptibles de générer. C'est-à-dire, vous pouviez décider de ne pas générer de logs,
si vous n'étiez pas intéressé par la supervision, mais la plupart, évidemment, généraient des logs. Et après, le taux de log, enfin, le taux de granularité des logs que vous pouviez générer, vous en aviez la totale maîtrise. D'accord ? Aujourd'hui, vous externalisez votre messagerie chez Google ou chez Microsoft. Évidemment, dans le contrat, on va vous dire qu'on va vous envoyer des logs de ce qui se passe. Mais de ce qui se passe où ? Oui. De ce qui se passe dans votre messagerie, pas de ce qui se passe dans l'infrastructure globale gérée par Microsoft. Or, du coup, vous ne saurez jamais les turpitudes que vous aviez avant quand vous étiez on-premise qui vous visaient en particulier, les turpitudes qui vont viser le provider, vous les aurez jamais. Donc, du coup, vous ne saurez jamais le jour où votre messagerie s'est arrêtée, par exemple, si c'est parce que Microsoft ou Google s'est fait attaquer ou si c'est parce qu'il y avait juste un problème d'infrastructure. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train de perdre en matière de visibilité beaucoup de choses qu'on avait, encore une fois, sur lesquelles on avait une vision on-premise. Et je dirais ce qui est encore plus grave, et là j'ai un exemple en tête d'un membre du Césin qui a témoigné ça l'autre jour et je suis un petit peu tombé de ma chaise, c'est qu'un provider de IaaS qui avait donc, chez lequel le client avait pratiquement externalisé son data center, avait juste oublié de poser la question des logs au moment de la signature du contrat. Et quand le RSSI s'est penché sur l'affaire et qu'il a dit où sont les logs, on lui a répondu si vous les voulez, ce sera 400 000 € de plus par an. 400 000 €? Voilà. Alors bon, c'était un gros contrat, c'était un gros client. Mais vous voyez, et c'est même pas quelque chose qui est, je dirais, proposé de manière spontanée. Il faut le demander et parfois le demander gentiment. Donc tout ça pour dire que ce move to cloud d'un point de vue supervision va de toute façon faire perdre de la visibilité aux entreprises et au RSSI parce que de toute façon, vous n'aurez jamais la garantie à un instant T qu'on vous donnera toutes les logs parce que les logs, c'est aussi la trace de la turpitude du fournisseur et que le fournisseur, il n'a pas toujours envie de vous montrer l'arrière-boutique. Donc, il faut bien avoir ça en tête, je dirais. C'est pas ça qui va empêcher l'utilisation du cloud, hein, évidemment, mais il faut bien avoir en tête qu'on va perdre avec les années à venir et surtout avec les pratiques commerciales qui sont, à mes yeux, totalement scandaleuses. On va perdre en visibilité parce que celui qui n'aura pas les 400 000 à mettre sur la table, il dira tant pis, je me passerai des logs et je deviens aveugle. D'accord, écoutez, j'apprends des choses intéressantes. Alain, qu'en pensez-vous, Eric? Moi, cette anecdote, je la trouve vraiment intéressante et je tombe un peu de ma chaise comme Alain, mais intéressante parce que moi, ça me ramène à un sujet qui me semble important lorsqu'une entreprise a ce type de réflexion, puisqu'on parle évidemment de SOC, donc de cybersécurité. C'est que je pense que dans ce monde de plus en plus vaste du cloud et des offres cloud, et on en fait partie en tant qu'acteur de la cybersécurité, je crois qu'il faut bien se poser la question avant de s'adresser à un acteur de quel est son métier et quel est son business model. Je m'explique, si je reprends l'exemple d'Alain, que je ne connais pas en détail, mais j'imagine qu'on parle bien d'un fournisseur de cloud, d'infrastructure as a service, donc un fournisseur de cloud qui est là pour faire son business, on va le dire, et son beurre sur la fourniture de compute, la fourniture de data, de log, etc. Si on parle de sécurité, je pense que ça peut être peut-être pertinent de plutôt s'adresser à un acteur de la cybersécurité. Parce que nous, on s'appuie effectivement sur des fournisseurs de cloud, nous-mêmes, mais au final, notre métier, c'est d'aider nos clients à lutter contre les menaces, à avoir des SOC efficaces, etc., etc. C'est pas d'aller faire du beurre sur les logs, la data, le compute, etc. Donc, je pense que ça doit amener une réflexion sur à qui je m'adresse pour quel use case et quel besoin. Et du coup, a priori, ça doit normalement préserver les clients de ce genre de mésaventures. Merci Eric. On arrive à la fin de ce webinaire, donc je voudrais poser une question la même à chacun d'entre vous, que vous me donniez un bon conseil pratique pour justement réussir son projet de SOC, qu'il soit en mode externalisé ou pas. On commence par Jacques peut-être, chez CS9i10. Tout à fait. Alors comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, pour moi, réussir son projet de SOC, avant toute chose, c'est avoir cette vision risque. Donc commencer par une analyse de risque, un point qui est important. Quels sont les points que je souhaite surveiller? C'est définir les bons use cases en fonction de mes risques qui sont liés à mon activité.
Et puis surtout, ça va être démarré sur un périmètre plutôt réduit. D'accord? Il ne faut en aucun cas vouloir tout surveiller tout de suite. Ça Oui. rejoint un petit peu ce que pouvait dire Alain en début de présentation, avec évidemment, si jamais je multiplie le nombre d'aiguilles, au final, je vais beaucoup moins bien les traiter. Donc plutôt un périmètre assez réduit, d'accord, et avec cette vision risque et les use cases qui sont adaptés à mon activité. D'accord. Eric, un bon conseil? Oui, très rapidement, ça reprend aussi des éléments évoqués. Hein. S'adresser à un acteur dont c'est le métier, hein, cybersécurité, SOC, et puis penser une fois de plus face aux attaques automatisées qui utilisent eux-mêmes les machines, mettre en face les bonnes technologies qui utilisent aussi des technologies modernes, les machines et l'automatisation. Alain, le mot de la fin? Alors, on a parlé beaucoup d'externalisation dans ce débat, mais je crois qu'en effet, moi, le conseil que je donnerais aux entreprises et au RSSI en particulier, on parlait de la gestion du stress tout à l'heure, le SOC et toutes ces alertes qui vont remonter vont évidemment aller dans le bon sens d'un point de vue sécurité, mais vont augmenter le taux de stress du RSSI. Et si le RSSI devient finalement un urgentiste, il fera plus son boulot de travail de précision qu'on fait un peu, si on compare un petit peu avec les hôpitaux et les gens qui sont en première ligne et les autres. Du coup, ça veut dire que il faut penser à l'organisation en interne. C'est comment on s'organise à partir du moment où on a décidé d'avoir un SOC, à partir du moment où on a décidé de l'externaliser, d'avoir en effet des opérateurs, etc. Il faut une organisation en interne parce que c'est ça qui va faire la différence. Le jour où le provider de SOC vous remonte une alerte et que vous êtes infichu de la traiter parce que vous n'avez pas la bonne organisation en interne, où il faut appeler 50 personnes pour mettre autour d'une table avant de prendre une décision, il est clair que là, votre SOC vous servirait à rien. Donc, une bonne organisation, alors il y a des entreprises qui nomment, on en recrute d'ailleurs pas mal au Césin, des responsables de SOC, donc des gens qui sont des gens dans l'équipe, le plus souvent dans l'équipe du RSSI, et qui du coup font le tampon entre le SOC et le RSSI, et donc vont être l'interlocuteur privilégié, un peu l'aiguilleur du ciel à l'intérieur de l'entreprise par rapport à cette prestation qui va encore une fois générer beaucoup de choses. Donc je pense il faut vraiment penser à ça en termes d'organisation, parce que si on se lance un peu comme ça sans avoir réfléchi à cette organisation, on peut très vite être déçu du service parce que on va mettre un temps infini à gérer les alertes et ce ne sera pas bon pour le résultat. Merci Alain. Alors, merci surtout à tous les trois pour ces échanges très instructifs. On a largement dépassé le délai imparti malheureusement. Il me reste encore quand même un petit peu de temps pour prendre des questions. On en a eu pas mal lors de vos échanges. Alors, je vais en prendre une première. On me demande quelle est la responsabilité du SOC en cas de cyberattaque. Jacques, vous voulez répondre? Alors, la responsabilité du SOC en cas de cyberattaque, ça va être évidemment d'accompagner pour pouvoir retracer tout ce qui s'est passé grâce au log, à la corrélation des logs, pour pouvoir remonter au point zéro de l'attaque, de l'infection, si c'est une infection ou tout type d'attaque. Donc, c'est une responsabilité opérationnelle, bien évidemment. D'accord. J'ai une autre question. Comment réussir l'externalisation de ces logs managés et en quelles étapes? Je peux également y répondre. Je peux également y répondre si vous le souhaitez. Allez. Alors, réussir l'externalisation de ces logs, c'est assez simple. Évidemment, on va travailler en mode projet. Évidemment, interconnecter le système d'information de la bonne façon avec le prestataire pour pouvoir renvoyer l'ensemble des logs à travers un tunnel chiffré vers une plateforme centralisée qui permettra de pouvoir alimenter le SIEM nécessaire au service SOC. Donc, vraiment travailler en mode projet. Ça se fait de façon assez simple. Alors, je peux peut-être compléter parce qu'on voit beaucoup de variations, je dirais, en termes de choix d'architecture par rapport à ça.
effectivement, on se dit, on a un SIEM externe, donc on externalise les logs vers le provider de SOC. Ce n'est pas toujours le cas. En fait, on rencontre des architectures où on va avoir des sortes de data lake qui vont être sous la responsabilité de l'entreprise, donc éventuellement même dans des infrastructures de l'entreprise, où viendra piocher le provider de SOC pour faire son travail. Donc, il n'y a pas un véritable transfert physique des logs systématiquement vers les providers. On peut avoir plusieurs schémas d'architecture et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui en fonction des risques qu'on a vis-à-vis de ces logs. Je rejoins Alain. Je rejoins Alain, excuse-moi Eric. Je rejoins Alain, effectivement, là je parlais évidemment dans le cas où le service était entièrement externalisé et également un sujet qu'on n'a pas trop évoqué, qui est le service managé in situ. Donc effectivement, il sera opéré à distance, mais sur des infrastructures qui seront sur site, quoi. D'accord. Je vais en prendre encore une ou deux brièves. Je vous demanderai des réponses assez brèves dessus. On me demande quelle exigence sur l'expertise du personnel du SOC externalisé? Alors, je peux prendre celle-là si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le PDIS. C'est quoi le PDIS, Alain? Alors, prestataire de détection d'incidents de sécurité, je crois que c'est ça que ça veut dire. En gros, c'est un label qui est décerné une qualification qui est décernée par l'ANSSI et qui, sur un certain nombre de critères, détermine si quelqu'un est digne d'être de confiance, je dirais, sur ces opérations. D'accord. Alors, une autre. Alors, on me demande, les offres SOC sont-elles très standardisées ou est-il possible aux fournisseurs de répondre à un AO client et à ses exigences particulières? Eric? Oui, je vais laisser Jacques probablement compléter en tout cas. Alors, Jacques. Oui, ça me paraît je peux répondre évidemment. Alors, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a bien un service qui est assez classique, assez général, mais comme on a pu l'évoquer, on part sur des analyses de risque donc qui sont spécifiques. Donc, à chaque fois, il faudra adapter la réponse aux enjeux de la société. Et ça, c'est un point important. D'accord. Eric veut compléter ou non? Comme je n'ai pas pris de questions, je vais compléter sur les deux dernières très vite. Sur l'avant-dernière, pardonnez-moi, où il y avait des histoires de logs, est-ce que je dois les envoyer chez mon prestataire? Je reprendrai l'image des données chaudes et des données plus longue durée, ce qui permet d'avoir une grande flexibilité. On observe beaucoup de clients qui envoient les données chaudes pour analyse à l'extérieur, mais qui derrière récupèrent après tous les logs chez eux sur la longue durée. Et puis sur le deuxième élément, effectivement, une fois de plus, le tout c'est de pouvoir adapter l'offre de SOC managé et que la technologie permette une fois de plus d'être flexible et de pouvoir l'adapter de cette façon. Voilà, rapidement. Écoutez, merci à tous les trois pour ces échanges vraiment passionnants et très instructifs sur le SOC. Ils montrent qu'en 2021, l'externalisation des SOC sous forme de services s'accélère, notamment pour répondre à la multiplication des cyberattaques qui se professionnalisent. Les entreprises apprécient notamment la mutualisation des ressources techniques et des rares ou trop rares expertises proposées par les MSP. Donc, vous pourrez revoir ce webinaire en replay sur le site de Solutions Numériques. Et pour en savoir plus sur les SOC, consultez les sites de nos invités et abonnez-vous aux newsletters de Solutions Numériques. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.